Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Une nouvelle campagne de dépistage à la Covid-19 débutera mardi prochain. Une opération mise en place par le gouvernement princier pour éviter un éventuel rebond épidémique. Qui est concerné? Quelle est la situation sanitaire actuellement en Principauté? Le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger, répondra dans quelques instants à ces questions. Nous prendrons la direction de Paris où son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a pris part au centenaire de la refondation de l'Académie de Marine. Plus de détails dans ce journal. Elle fête ses 15 ans cette année. La Fondation Prince Albert II de Monaco a remis ses prix. Des prix rebaptisés Prix pour la santé planétaire. Nous serons avec le vice-président de la Fondation, Olivier Wenden. Puis nous parlerons de cette tradition en cette fin d'octobre, Halloween, que le monde célèbre. Vous en saurez plus sur les origines de cette fête et les tendances qui se dégagent côté déguisement. Mais avant cela, je vous le disais en titre, comme cela avait été le cas à l'issue des vacances d'été, une nouvelle campagne de dépistage à la Covid-19 est organisée en Principauté à partir de mardi. Rejoignons le ministre des Affaires sociales et de la Santé. Bonsoir Didier Gamerdinger. Bonsoir Émilie. Pourquoi avoir décidé de relancer cette opération de dépistage? Parce que nous devons constamment rester mobilisés, parce que le virus continue à circuler en Principauté de Monaco comme le département voisin, et que le gouvernement souhaite rassurer la population et éviter un éventuel rebond épidémique trop marqué. Parce que l'on doit le craindre, ce rebond épidémique à l'issue des vacances scolaires. Quel est le taux d'incidence actuellement en Principauté comparé aux Alpes-Maritimes? Alors le taux d'incidence en ce moment en Principauté de Monaco est à 52. 52, c'est quand même significatif si on se souvient qu'au mois de juin dernier, par exemple, nous étions à 10 de taux d'incidence. Donc on voit que le virus circule en Principauté de Monaco. Il circule chez nous comme chez nos voisins au demeurant, puisque nous sommes à 52 et nos voisins des Alpes-Maritimes sont à 62. Donc au-dessus de nous. Et donc ça signifie que nous sommes dans une zone où le virus circule, et donc il faut que nous restions constamment mobilisés, attentifs, en appliquant les gestes barrières et en se faisant dépister. C'est la raison pour laquelle nous mettons en œuvre la campagne dont nous allons parler. Et poursuivre également la campagne de vaccination et cette fameuse 3e dose pour les 65 ans. Exactement, c'est important parce que ce que nous savons, puisque nous avons fait un suivi sérologique des personnes qui le désiraient, ce que nous savons, ce que nous avons vu, et c'est conforme à des publications scientifiques réalisées dans d'autres États, c'est qu'avec le temps, et c'est normal, l'efficacité du vaccin fléchit progressivement, et donc il est prudent, il est judicieux de proposer aux premières personnes vaccinées, qui étaient les plus âgées d'entre nous, vaccinées dès le mois de janvier, de penser à la 3e dose et de venir bénéficier de cette injection de rappel à notre centre national de vaccination. Alors Didier Gamerdinger, quand débute cette campagne de dépistage? Alors la campagne de dépistage que nous proposons à nos personnes concernées débute dès mardi prochain, c'est-à-dire dès le 2, et pour 15 jours, donc du 2 au 14 novembre, c'est très facile à mémoriser. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à nos résidents, monégasques et résidents, à nos jeunes gens scolarisés en Principauté de Monaco, et également à nos salariés. Parce que nous considérons qu'à l'occasion des vacances scolaires, les familles peuvent prendre des congés, se déplacer, et on a compris que chez nos voisins, dans la région et plus largement en Europe, le taux d'incidence avait tendance à remonter. On a compris que traditionnellement pendant les vacances, on est un peu moins attentif, un petit peu moins prudent et qu'on respecte moins les gestes barrières. On a vu par le passé qu'au retour de vacances, il y avait des petits rebonds épidémiques. Pour éviter cela, nous proposons donc ce dépistage gratuit dans notre centre de l'auditorium Régnier 3. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Ce test est gratuit, il n'y a pas besoin de prescription médicale. Alors, pas de prescription médicale, tout simplement comme nous l'avions fait par le passé, un coup de fil à notre centre d'appel, on exprime le souhait d'être testé, on donne son nom et son prénom, son numéro de téléphone portable, et on est rappelé dans la foulée pour fixation d'un rendez-vous. C'est extrêmement simple. Eh bien, merci beaucoup Didier Gamerdinger d'avoir été avec nous pour nous exposer donc cette nouvelle campagne de dépistage en cette période de vacances scolaires. Merci infiniment. Je vous en prie, à bientôt. Et puisque nous parlons de dépistage et de vaccination, cette information pratique à prendre en compte, les détails avec vous Julia Vial. Bonsoir Julia.
Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Vous ne pourrez pas vous rendre au centre de dépistage et au centre de vaccination de l'auditorium Régnier 3 ce lundi 1er novembre. En raison de la Toussaint, ils seront fermés. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez vous rendre directement sur le site internet suivant, vaccination-covid19.gouv.mc. Les deux enceintes rouvriront dès le 2 novembre. Autre information, Monaco a participé à la 2e conférence mondiale des Nations Unies sur le transport durable, une conférence qui avait lieu en Chine, Julia. Lors de cette conférence, dans laquelle des chefs d'État du monde entier étaient présents, la principauté a pu rappeler ses objectifs dans la lutte contre le changement climatique. Le conseiller de gouvernement et ministre Laurent Anselmi a souligné le seuil symbolique des 10% des véhicules électriques ou hybrides immatriculés à Monaco. Avec la neutralité carbone à l'horizon 2050, la principauté plaide sans relâche, Émilie, au sein des enceintes internationales pour que les transports routiers, maritimes et aériens soient plus sobres en carbone. En effet, les transports représentent aujourd'hui plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. La pollution générée par ces déplacements est d'ailleurs devenue l'une des premières causes de mortalité dans le monde. Ce rendez-vous à présent, un colloque sur le thème de l'emploi à Monaco. Il se tiendra mercredi prochain au Salon Bellevue du Café de Paris. Avec plus de 55 000 salariés œuvrant dans des secteurs souvent à forte valeur ajoutée, Monaco et ses 2,2 km étant concentrés d'entrepreneurs où se côtoient plus de 140 nationalités. Forte de son attractivité, la principauté est le bassin d'emploi le plus important de la Côte d'Azur. Au programme de ce colloque, Émilie, qui aura lieu de 8h30 à 10h30, un état des lieux du marché du travail à Monaco, des témoignages de salariés, des interventions de dirigeants de ressources humaines et des sessions de questions-réponses. Bref, un rendez-vous qui s'annonce d'ores et déjà passionnant et instructif. C'est noté, merci Julia. Direction Paris à présent, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II était hier dans le 5e arrondissement de la capitale pour prendre part à une manifestation hautement symbolique à la Sorbonne, le centenaire de la refondation de l'Académie de Marine. Les détails dans ce reportage de notre équipe sur place, Fabien Bonilla et Thomas Deus. Elle avait été dissoute à la Révolution française, comme toutes les académies. Eh bien, il y a tout juste 100 ans, le 28 octobre 1921, l'Académie de Marine était refondée, une séance solennelle à laquelle participait le président de la République de l'époque, Alexandre Millerand. Eh bien, 100 ans plus tard, jour pour jour, dans le même amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne, le prince Albert II, membre associé de cette institution, a participé au centenaire de la refonte de l'Académie de Marine, en présence de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, ainsi que de nombreuses personnalités du monde maritime. Un centenaire, ça a du sens. C'est l'occasion, autour d'un événement majeur pour nous, d'agréger le monde maritime qui a besoin d'avancer en commun, d'avancer ensemble. Eh bien, c'est une façon de réexprimer la solidarité des gens de mer vers les véritables enjeux maritimes du XXIe siècle. L'Académie de Marine a célébré ce jeudi le centenaire de sa renaissance à une période où Monaco célèbre le centenaire de la disparition du prince Albert Ier, le prince navigateur, le créateur de la Maison des Océans, qui avait des liens étroits avec l'Académie de Marine. Le prince Albert Ier était admis comme membre associé à titre étranger, comme il a été membre associé de l'Académie des sciences, donc de cette nouvelle académie. Donc cela fait partie évidemment des nombreuses distinctions, des nombreuses récompenses que son œuvre mérite et qu'il obtient à la fin de son existence. C'est la dernière des distinctions que le prince Albert Ier, quelques semaines avant sa disparition, le 9 juin 1922, il est mort le 26 juin 1922, obtient quelques mois après la recréation de l'Académie de Marine, dont nous fêtons aujourd'hui le centenaire. D'un point de vue historique, la création de l'Académie de Marine, fondée en 1752 sous Louis XV, permettait entre autres à tous les marins de profiter des avancées considérables que connaissaient les sciences nautiques à l'époque. Plusieurs siècles plus tard, la mer, le trait d'union du monde, reste un enjeu stratégique, politique, économique et plus que jamais un enjeu environnemental et humanitaire. C'est ce soir que la Fondation Prince Albert II de Monaco a dévoilé les lauréats de ces prix, l'occasion de mettre en lumière les engagements de personnes ou d'entreprises dans le domaine de la protection de l'environnement, et ce dans les 3 domaines d'action de la Fondation. Pour en parler ce soir, nous sommes avec le vice-président de la FPA2. Bonsoir Olivier Wenden.
Et bonsoir. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter les lauréats 2021 ? Comme tous les ans, nous avons 3 lauréats qui sont mis à l'honneur. Un nouveau format cette année, puisque les prix de la Fondation Prince Albert II prennent le nom de prix pour la santé planétaire, avec donc toujours 3 prix. Un premier prix lié à l'impact sur le changement climatique qui sera attribué à une entreprise. C'est la 2e fois que la Fondation récompense une entreprise. C'est une jeune start-up qui s'appelle Green Wave. Le 2e prix qui sera remis ce soir par Monseigneur est un prix qui récompense la science, qui récompense l'IPBES, comme on dit. C'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. C'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, si vous voulez. Le dernier prix qui sera remis ce soir, c'est la plus jeune lauréate de l'histoire des prix de la Fondation. C'est une jeune activiste, inuit, donc d'origine canadienne, Automne Pelletier, qui n'a que 17 ans aujourd'hui et qui a commencé à faire entendre sa voix, à porter son message pour permettre l'accès à l'eau pour sa communauté et les peuples indigènes de l'Arctique canadien. Olivier Venden, c'était évident pour vous que ces prix soient liés au champ d'action de la Fondation ? Oui, bien sûr. Non seulement les champs d'action historiques de la Fondation, donc que sont le changement climatique, la préservation de la biodiversité et l'accès à l'eau potable, mais c'était surtout dans le choix de cette année une vision très holistique, une approche très transversale de tous ces sujets, en mettant en avant à chaque fois la science, la sensibilisation et les solutions du secteur privé. Alors les prix de la Fondation existent depuis 2008, vous êtes toujours en contact avec les lauréats, vous suivez toujours leur travail, leur implication ? Absolument, on essaie de créer une communauté d'anciens lauréats, on essaie de les suivre, on essaie de les écouter. Ils font souvent partie de nos points focaux pour faire remonter des nouveaux noms chaque année pour attribuer de nouveaux prix. Et j'en viens au processus de sélection, puisque comment détermine-t-on ces prix ? Eh bien, c'est un effort collectif des instances de gouvernance de la Fondation, du comité scientifique et technique tout d'abord, épaulé parfois, comme je viens de vous le dire, par d'anciens lauréats qui soumettent une liste donc de scientifiques historiquement, puis aujourd'hui on évolue donc comme je le disais vers le secteur privé également. Cette liste est soumise ensuite au conseil d'administration de la Fondation présidé par le souverain qui émet une shortlist de 3 noms par catégorie et in fine le souverain détermine le lauréat par catégorie. Un dernier mot, Olivier Venden, la Fondation Prince Albert II de Monaco fête ses 15 ans cette année. Quel regard portez-vous sur son évolution ? Écoutez, en seulement 15 ans et avec une taille toujours très humble de la Fondation, les succès ont été grands, les succès ont été au rendez-vous, que ce soit au niveau régional, je pense à la Méditerranée où les succès, vous les connaissez bien, il y a eu le thon rouge tout d'abord, mais il y a aussi le gypaète sur Terre, il y a aujourd'hui un travail de fond mené pour préserver le phoque moine de Méditerranée, il y a eu aussi des succès beaucoup plus lointains, je pense au travail accompli pour préserver la mer de Ross en Antarctique, qui est aujourd'hui la mer, en tout cas l'aire marine protégée la plus large du continent antarctique. Il y a eu aussi des succès dans le mode d'opération, donc le soutien à des micro-projets, je pense à BIMED qui s'attache à la problématique des pollutions plastiques, mais aussi à des mécanismes financiers associant des États au secteur privé, je pense cette fois-ci au MedFund qui a vocation à développer et pérenniser les aires marines protégées en Méditerranée, avec un focus particulier, ce sera tout l'enjeu à partir de 2022, de renforcer l'implication des jeunes générations. La génération de demain. Eh bien, merci beaucoup Olivier Venden d'avoir été avec nous ce soir et nous reviendrons plus en détail sur la remise des prix de la Fondation Prince Albert II de Monaco, des prix de la santé planétaire désormais dans notre édition de demain. Merci infiniment. Avec plaisir. Rejoignons Julia Vielle pour le reste de l'actualité. Julia, Netflix recrute des figurants pour le tournage d'un film sur la Côte d'Azur intitulé Apnéa. Il s'agit là d'un film sur l'univers particulier des compétitions d'apnée. Netflix précise d'ailleurs qu'il vaut mieux avoir le pied marin pour postuler. Les personnes souhaitant candidater doivent avoir entre 20 et 60 ans et posséder une tenue chic. La rémunération s'élève à 84 € bruts par jour. Alors, si vous habitez dans la région, vous pouvez candidater sur le site castprod.com. Vous aurez ensuite rendez-vous le vendredi 5 novembre à Villefranche-sur-Mer. Si vous êtes retenu, vous apparaîtrez alors pendant une cérémonie officielle de remise de prix lors d'une importante compétition d'apnée. La scène en question est censée se dérouler en septembre en Italie.
Et enfin, fin octobre rime avec Halloween dans de nombreux pays. Monaco se met aux couleurs de cette tradition. Plusieurs animations sont prévues ce week-end par la mairie de Monaco. L'association La Boîte de Jeux organise chaque année une grande animation au parc Princesse Antoinette pour fêter Halloween. C'est gratuit et ouvert à tous les enfants scolarisés en principauté. Ça sera ce dimanche 31 octobre de 14h à 16h30. Mais la fête pourrait être malheureusement gâchée par le temps capricieux. Nous vous en reparlerons tout à l'heure lors du point météo, mais ce week-end s'annonce pluvieux, Émilie. Les activités pourraient être alors reportées si la pluie pointe le bout de son nez dès le dimanche matin. Si le temps est juste nuageux, la fête d'Halloween débutera, mais pourrait être arrêtée à tout moment en fonction de la météo. On croise les doigts. Oui, d'ailleurs, on vous retrouve dans quelques instants pour les prévisions météo. Restons dans le thème avec notre journaliste Yannick Debever qui a enquêté sur cette tradition qu'est Halloween et les déguisements tendances de cette année. C'est un reportage réalisé avec Horatio Gagino et Olivier Bonello. Halloween, cette fête très populaire auprès des enfants est devenue une tradition et ce, même en principauté. À chaque année, sa tendance et en 2021, évidemment, on ne parle que de... Squid Game. Et oui, la série événement de cette fin d'année est sur toutes les lèvres. Bien que déconseillé au moins de 16 ans, Squid Game a réussi à passer les portes des écoles, collèges et lycées. Et forcément, les produits dérivés sont parmi les plus demandés. Squid Game, ça a été une grosse demande et ça arrive entre aujourd'hui et demain. Et je sais déjà qu'on a des précommandes de folie et les enfants, enfin les jeunes sont là pour... On est censé pas donner ça à moins de 16 ans, c'est interdit normalement, mais bon, on a des appels tous les jours. Mais Halloween, ce n'est pas seulement des déguisements effrayants, c'est également la saison des citrouilles, les reines de cette fête des morts. Et pour l'occasion, primeurs et maraîchers en profitent pour mettre en avant la grande famille des courges. On a des courges d'ornementation, qui sont donc pour décorer et faire de belles décos à la maison. Vous avez la courge ronde, dite Riviera, vous avez la courge longue, vous avez la courge Hokkaido et la courge spaghetti. Je pense qu'on a fait le tour. Tant de variétés qui n'attendent que leur cuisinier. Le primeur du chef propose sur son site internet des recettes très simples à base de courges pour que ce 31 octobre fasse écho à Jack-o'-lanterne, en dehors et dans l'assiette. On en a déjà des frissons. Ce week-end marque également le passage à l'heure d'hiver. Une question que tout le monde se pose. Allons-nous perdre ou gagner une heure? Et que pensez-vous du changement d'heure? Vanessa Dessy est allée à votre rencontre pour le savoir. On avance ou on recule? On recule d'heure. C'était la question. Oui, on recule d'heure, c'est ça. Il me semble qu'on a une heure de plus, c'est ça? On recule. Je crois qu'on recule d'heure, c'est ça. J'ai pas senti en particulier le changement d'heure, mais c'est vrai que les heures de sommeil sont moins réparatrices. Moi, personnellement, je trouve que c'est bien. Nous, ça nous convenait bien, cet horaire, voilà. Parce que nuit, il fera nuit plus tôt et c'est vrai que les jours vont être beaucoup plus courts. C'est pas bien. Je préfère rester à cette heure-là. Mais c'est tout. Après, bon, ça change. J'en pense pas plus, ça me prend pas plus la tête que ça. C'est mieux. Parce que on peut faire plus de choses. Si ça pouvait rester comme ça tout le temps, sans changement, ça serait bien. Alors pour être clair, dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h du matin, il sera 2h. Nous gagnerons donc 1 heure de sommeil. Avant de refermer ce journal, rejoignons Julia Vial pour un coup d'œil sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour demain, Julia ? Et l'on se retrouve, Émilie, malheureusement, avec de mauvaises nouvelles. Le beau temps ne sera pas au rendez-vous demain sur Monaco. Il va pleuvoir toute la journée et plus généralement tout le week-end. Mieux vaut donc prévoir des activités à l'intérieur. Les températures seront également en baisse avec 16 degrés attendus au meilleur de la journée. Le 30 octobre, nous fêtons les bienvenus et les Maeva. Maeva qui signifie justement en tahitien bienvenue. Merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Je vous rappelle le principal titre de ce journal, le lancement d'une nouvelle campagne de dépistage à la Covid-19, une opération lancée par le gouvernement princier pour éviter un éventuel rebond épidémique. Retrouvez tous les détails sur les démarches à suivre sur nos réseaux sociaux. Ce journal est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. On se quitte en images avec les photos de Manuel Vitali sur le thème d'Halloween. À demain pour un nouveau JT sur Monaco Info. Excellente soirée à tous.